Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, le Moyen-Âge, raconté par celles et ceux qui l'étudient. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au château fort, aux belles princesses à Saint-Louis, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire en gros de l'année 500 à l'année 1500, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour que ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et que ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 119, Donatien, Matisse et la maison au XVe siècle, partie 2, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Et oui, je rappelle qu'il y a une première partie à cet épisode que je vous conseille d'écouter pour comprendre pas mal de choses qu'on évoque. Donc, si c'est pas déjà fait, vous mettez pause maintenant et vous allez aller écouter l'épisode 119 partie 1. Et si vous l'avez déjà écouté, eh bien, on continue. Et donc, passons maintenant à l'intérieur des maisons et comment on y vit. Déjà, même, on est encore un tout petit peu sur la structure, mais ça a un lien quand même avec comment on vit dans les maisons. Quelles sont les pièces qu'on a dans les maisons ? Parce que là, le cliché qu'on a parfois, c'est on a une seule pièce, on vit tous dans la même pièce et tout ça, avec les cochons, avec la belle-sœur, on est tous ensemble. Est-ce que ça, c'est vrai ? Et bon, on a parlé de porte intérieure dans la partie 1, donc on peut se dire que pas forcément. Racontez-moi ça. Mathis. Donc non, il y a plusieurs pièces dans la maison avec des usages bien spécifiques pour chacune. On a déjà parlé de l'ouvroir, de la boutique du côté de la rue. Il y a une arrière-salle qui existe au rez-de-chaussée. Donc voilà, on est au rez-de-chaussée. Ouais. Moi je la nomme comme ça, dans l'historiographie elle est nommée comme ça. Encore une fois, c'est pas que à Bourges, ça revient dans beaucoup de villes et beaucoup d'exemples de corps de logis en longueur comme on le trouve à Bourges. Et cette arrière-salle, elle peut être liée ou pas à l'ouvroir. Ça peut être une pièce à laquelle on travaille quand il y a assez de luminosité. Elle peut être liée à la cour aussi également. Donc c'est pas aussi cloisonné qu'on le pense. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le pan de bois. Mais en fait, le pan de bois, il permet de cloisonner, recloisonner des espaces, boucher une porte avec des matériaux de remplissage. Et cette arrière-salle, elle a systématiquement une cheminée. En tout cas à Bourges, dans ce que j'ai pu observer, toutes les maisons que j'ai visitées, il y a une grande cheminée au rez-de-chaussée. Et dans les étages, le plan est à peu près similaire, c'est-à-dire qu'on a toujours la bipartition en 2 pièces, sauf que le couloir, il n'existe plus. Il est remplacé par la galerie, qui est au premier étage. On sait que dans d'autres villes, la galerie peut être au 2e ou au 3e étage, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des bâtiments qui sont très très hauts. Même là, juste pour les gens qui sont à Paris, il y a des maisons médiévales, rue François Miron notamment, qui font 4 et 5 étages. Dans quel quartier ça ? C'est à Saint-Paul. Vraiment, la rue François Miron, elle débouche sur le métro Saint-Paul, pour ceux qui sont intéressés. Ah oui. D'ailleurs, oui, il y a oui. un très sympa bar écossais pour ceux qui sont... Oui, et dans ce coin-là, et on a aussi pas très très loin dans ce coin-là, alors c'est pas tout à fait une maison, mais on a Tourgen-sans-Père aussi comme reste médiéval qu'on peut voir en mode tour avec à chaque fois, à chaque étage, des pièces différentes. Qui, elle, du coup, est au métro Étienne Marcel. Oui, mais qui est vraiment à l'échelle de Paris, c'est vraiment pas Tout à très fait. loin, quoi. C'est à 10 10 minutes à pied. ouais. Donc là, on voit que dans des exemples où on a une pression foncière assez importante, c'est des bâtiments en fait qui peuvent atteindre presque la hauteur des immeubles haussmanniens d'aujourd'hui. Et donc avec plusieurs pièces, pas 45 pièces, on est d'accord, mais 2 ou 3 pièces. Généralement, en fait, les pièces font à peu près la même surface à chaque fois. C'est surtout conditionné par la longueur du logis, puisqu'il faut bien qu'on ait un accès à la lumière du côté de la rue et un accès à la lumière du côté de la cour. Et donc ces différentes pièces, à quoi est-ce qu'elles peuvent servir ? Donc on a compris déjà au rez-de-chaussée, il y a ce côté professionnel, mais dans les étages, qu'est-ce qu'on a comme pièce ? Donatien, raconte-nous. Déjà, la pièce principale, qui peut être considérée comme un espace semi-public, c'est ce qu'on appelle l'aula. C'est un terme qui est latin, qui veut dire la salle, simplement. Donc on peut l'appeler aussi la grande salle ou la salle du Comme du le logis. hall ? Non, pas du C'est tout. plutôt, alors c'est le hall, effectivement, hall anglais, mais qui du coup, à son époque, aujourd'hui a la signification de l'entrée, mais à l'époque avait la signification du salon, simplement. En fait, c'est la salle à manger, salon, si on doit dire ça. Donc une grande salle à manger, salon ouvert. Cet espace,
souvent elle est utilisée, elle est assez accessible. Alors soit elle est sur la rue, quand on veut avoir cette lumière rue, soit il y a une possibilité, c'est qu'elle soit côté cour, pour le fait que quand on y accède depuis l'escalier arrière, on y accède en priorité, puisque c'est une pièce qui du coup est à l'usage potentiel d'invités, de gens extérieurs au logis qui peuvent venir là. Après, ça dépend. C'est difficile toujours de savoir exactement, quand on regarde un bâtiment actuel, entre les modifications qu'il y a eu dans le temps, etc., quels étaient l'usage de chaque pièce. Parce que oui, c'est important, les maisons évoluent. Là, on a parlé de quand on construit une maison. On garde toujours l'idée de qu'on est en train de construire une maison et de voir ce que ça va donner. Mais en fait, les maisons peuvent évoluer. On a différentes familles, on a différentes générations qui peuvent faire évoluer la maison. Tout à fait. D'ailleurs, on a des contrats, notamment à Paris, mais dans pas mal d'autres villes, on a des sources textuelles qui montrent des contrats où on modifie uniquement certaines pièces du logis. Et donc, quand il y a une génération effectivement qui s'installe, soit ils ont besoin d'une pièce en plus, donc ils peuvent cloisonner, soit ils ont besoin d'ouvrir, etc. Et donc, il y a des modifications. C'est vrai qu'on a ce côté où, comme c'est très loin dans le temps, on se dit le logis médiéval, c'est cette typologie-là, il est un peu figé. Mais en fait, non, il a évolué autant que nous. C'est-à-dire que quand vous achetez, pour ceux qui ont la chance de le faire, en tout cas, un bien, eh bien, vous avez envie de l'aménager à votre goût. Et ben, c'est exactement pareil au Moyen-Âge. Il y a vraiment, par génération, ou même une personne qui, avec le temps, dit finalement, je vais envie de modifier ça, et donc le modifie largement. Et comme le disait Mathis, le pan de bois est extrêmement pratique pour ça, parce qu'il permet de rapidement, ou en tout cas facilement, et pour assez peu cher, modifier la structure. Donc là, cette grande salle, qui est là, on peut recevoir des invités. L'idée vraiment, c'est qu'il faut vraiment imaginer le logis médiéval, comme une échelle du public vers le privé. Donc, on a la rue, qui est l'espace public maximal. On a la boutique, l'ouvroir, qui est donc l'espace très public. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe qui peut rentrer dans la boutique, etc., qui peut interagir avec les occupants. On a, comme disait Mathis, ces arrière-salles qui donnent sur la cour, qui sont en général des espaces où on ne va pas forcément interagir énormément avec les gens extérieurs, mais une personne extérieure pourrait très bien être invitée à y aller, ou par exemple, on peut avoir un client qui vient voir un travail en cours. Prenons l'exemple qui m'intéresse évidemment. Imaginons, on a un huissier donc, qui est en train de travailler, en train de produire un coffre, et il est en train de faire les décors de la face avant. Et donc, le client dit, il a envie d'aller voir où est-ce que ça en est, comment ça se passe, il peut être invité à aller à l'arrière-salle. Voilà. Ça reste des espaces qui sont quand même proches de la rue, souvent utilisés. On peut avoir, quand on est sur des milieux sociaux un peu plus élevés, on peut avoir des serviteurs qui sont dans ces zones-là, etc. Ça reste des espaces où il y a quand même beaucoup de passages, notamment les cours. Il peut y avoir des puits dans les cours, donc on a eu besoin d'aller tirer de l'eau régulièrement. Il peut y avoir des gens extérieurs qui ont besoin de tirer de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ces espaces. Et pour rebondir sur la question des domestiques ou du personnel de maison, il y a les bâtiments de fond de parcelle. Alors c'est encore plus vrai dans les grands hôtels sur des grandes parcelles, mais ces pièces-là, elles peuvent être réservées aussi à une certaine classe sociale, si on l'appelle comme ça, ou à des personnes d'une certaine condition. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une stratigraphie sociale qui se fait pas forcément horizontalement dans la ville par quartier, mais peut-être même verticalement au sein de la parcelle. Et c'est toutes ces pièces qui vont permettre ça. Et du coup, comme je le disais, le rez-de-chaussée reste un espace qui est quand même assez public. Donc sur l'échelle, on va dire de 1 à 10, c'est un espace qui est, si 1 c'est très public et 10 très privé, c'est un espace qui est à 2, c'est-à-dire qui est vraiment relativement public, où il y a un accès qui est assez récurrent. D'ailleurs, dans les registres criminels, dans les histoires qui se passent, il se passe quand même souvent des histoires problématiques avec des gens qui arrivent de dehors et qui rentrent directement dans l'ouvroir ou ce genre de choses. Et oui, et pour compléter sur le placement de la porte, il n'est pas forcément directement à l'aplomb de la façade. La porte, elle peut se trouver un peu au milieu du couloir, avant l'escalier qui dessert les étages, mais en fait, ça laisse la porte de l'ouvroir quand même en accès direct depuis la rue. Et donc, on arrive sur cette hall-là, et cette hall-là, qui est souvent donc quand même à l'étage, qui est un peu l'étage noble, on pourrait dire. Donc la grande salle. Voilà, le salon finalement. On arrive dans le salon salle à manger, et ce salon salle à manger, souvent, c'est l'espace où on peut recevoir, quand on est, imaginons, prenons l'exemple d'un bourgeois ou d'un marchand, il va pouvoir recevoir des clients, il va pouvoir recevoir des gens extérieurs, des échevins, des ecclésiastiques, enfin vraiment beaucoup de monde, et il va pouvoir donc les recevoir dans cet espace semi-public. Donc là, on va être sur une échelle qui est autour de 4-5, on est à la moitié un peu, entre les deux. Et on est quand même sur un espace où n'importe qui ne peut pas rentrer ici. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un, arriver dans l'aula, quoi. C'est pas comme ça. Mais en revanche, quand on est invité, on peut très facilement accéder à ces espaces. Souvent, attaché à cette hall-là, dans la majorité des espaces, des maisons, on va dire, communes, de l'ordinaire des gens du commun, eh bien, on va avoir la cuisine. Puisque, effectivement, il y a un des grands clichés, c'est qu'on a forcément, on fait la cuisine et on mange et on fait tout dans la même pièce. En fait, il faut vraiment avoir l'idée que ça vient du fait que souvent, dans les enluminures ou les textes, et également évidemment dans l'architecture, comme Mathis l'a vu à Bourges,
oui, on va avoir des cheminées dans ces différentes pièces. Oui, on peut avoir des crémaillères, des ustensiles, des chenets, des choses comme ça, des ustensiles qui peuvent servir à faire à manger dans l'au-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la cuisine. Et d'ailleurs, dans les textes, c'est très précis. Par exemple, pour les séries qui s'intéressent à Dijon, il y a Guilhem Ferrand qui a édité énormément d'actes d'inventaire notarié. Donc les inventaires après décès, les gens décèdent et on va faire l'inventaire de leurs biens. Eh bien, pour simplifier cet inventaire, les notaires, ils font par pièce. Et donc ils disent dans la cuisine, et ils disent bien dans l'au-là ou dans la chambre, etc. Donc il y a vraiment quand même pour une personne extérieure, un notaire qui vient faire un inventaire, il y a une spécificité très claire des pièces et de leur usage. Et à très grande majorité, la cuisine est vraiment, on va dire, la première ou la deuxième pièce qu'on va individualiser de l'espace, on va dire, semi-public. Cette cuisine, elle est un tout petit peu plus encore privé. Et après, on va avoir évidemment les chambres. Et là, ces chambres-là, elles vont être divisées de manière assez simple. On va avoir les chambres principales qui sont pour les propriétaires principaux du lot, en tout cas du logis. Et ensuite, soit les enfants, les invités ou des gens extérieurs qui sont logés pour la nuit. Il faut savoir que beaucoup de bourgeois logent des extérieurs qui viennent des marchands pour les foires, des choses comme ça. On loge beaucoup de gens. Et de la même manière, donc on va avoir quand même pas mal de chambres. On en parlera également pour le nombre de meubles et donc de lits. Les maisons ont quand même pas mal de lits. Donc déjà, un autre cliché qu'on combat dans cet épisode, alors en tout cas, pour la maison au XVe siècle, non, on ne dort pas tous dans le même lit. Non, il y a bien différentes chambres. C'est important toujours de le dire. Et il ne faut pas oublier, évidemment, le stockage. On va stocker pas mal de choses dans les greniers. On va stocker beaucoup de choses dans les caves. Les caves, elles peuvent être aussi... Il peut y avoir des celliers. On distingue ce qu'on appelle les chats, CHAS, ou les celliers. Bon, globalement, c'est l'idée. Donc, ils peuvent être cuisine avec un cellier à côté, ou les caves avec du stockage de caves et des celliers particuliers pour la nourriture en sous-sol également. On peut aussi avoir chez certains marchands ou certains ecclésiastiques, on a des bureaux ou des études, ou ce qu'ils appellent des comptoirs. C'est différents noms qui sont donnés en fonction en général de l'usage. Quand c'est un ecclésiastique ou un clerc, c'est une étude parce que voilà, ils y travaillent à l'écriture ou à la lecture. Quand c'est un marchand, c'est un comptoir. C'est là où il compte, là où il fait ses comptes, etc. Et ça, là pour le coup, on est dans des pièces qui sont assez privées. On ne peut pas vraiment rentrer n'importe comment dans une chambre ou dans le comptoir de quelqu'un ou son étude. Il y a une pièce dont on n'a pas parlé, peut-être qui est aussi importante, la salle de bain. J'ai déjà fait plusieurs épisodes où on a parlé des soins du corps au Moyen-Âge, mais où est-ce qu'on fait ça, Mathis ? Alors, il n'y a pas de pièce dédiée au bain, sauf vraiment dans les grands logis, mais là, on est vraiment plutôt sur des logis princiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hygiène. Donc l'hygiène, ensuite, elle est définie par l'accès à l'eau. Comme le disait Donatien, il y a beaucoup de puits qui sont creusés, surtout à la fin de la période médiévale et encore plus après les incendies. Donc on a un accès à l'eau qui est facile et individualisé sur la parcelle. Donc ça permet très bien de faire monter de l'eau dans des baquets qui sont positionnés devant les cheminées pour prendre un bain, qui n'est pas forcément quotidien, mais c'est tout à fait possible. Et ça reste accessible, même à des catégories de population, comme on les voit là, marchandes ou d'artisans. Et ensuite, il y a la question des latrines qui peut se poser. Oui, les toilettes, ça devient important quand même. On sait qu'il y a des municipalités, comme Tours, qui imposent dans la construction d'avoir des latrines individualisées et qui sont construites et maçonnées. Parce que sinon, on faisait comment ? À Bourges, on n'a pas, et donc justement, on fait dans les cours, il y a cette hypothèse d'avoir des structures légères en bois qui sont positionnées dans les cours. Vraiment, les ancêtres des toilettes sèches, quoi, en quelque sorte. Ouais, même si l'évacuation doit laisser à désirer. Pour cette question-là, on sait quand même qu'il y a eu des travaux qui ont été faits beaucoup pour le 16e, 17e, mais on se doute que finalement les structures ne sont pas si éloignées que ça. Ce qu'on peut avoir, c'est une sorte de petits cabinets, ce qu'on appelait au 16e, 17e des cabinets, mais qui au Moyen-Âge n'avaient pas de nom particulier. En toilette, en bois, qui est une pièce dans laquelle on peut faire ses besoins dans la cour. En fait, il y avait des cureurs, ce qu'on appelait porteurs de brais, porteurs de merde, qui, en fait, leur travail était de venir dans les maisons, nettoyer ces zones régulièrement, qui étaient des sortes de cuves. Et comme les gens qui sortent les poubelles aujourd'hui, ils sortaient les besoins à l'époque. Complètement. Et on a un exemple dans une cour de Bourges où on voit que la cour est pavée, en légère pente, et il y a une rigole qui va de la cour, qui longe le couloir et qui va jusqu'à la rue. Donc en fait, tout l'enjeu de l'hygiène, enfin de la propreté, comme elle est perçue par les médiévaux, c'est avant tout la propreté au sein de sa parcelle, et ensuite va à l'espace public ce qui va à l'espace public, puisque comme le dit Donatien, il y a des fonctions qui sont faites pour certains métiers pour s'occuper de ça. Bon, ça c'est les détails effectivement, mais il faut aller penser à ça. Alors, on a notre maison, elle est bien construite, on a toutes les pièces et tout ça. Maintenant, posons la question, combien de personnes vont vivre dans les maisons ? Alors, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans un épisode, c'est qu'on vit rarement seul au Moyen-Âge. Ça, je pense déjà, on peut le dire, on est rarement seul. Donc, combien de personnes en général vivent dans une maison ?
La plupart des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle donc le nombre d'habitants par feu. Le feu, comme son nom l'indique, c'était un foyer, hein, donc voilà l'idée. Donc c'est toujours le même le foyer, aujourd'hui foyer fiscal, foyer dans l'idée. Il y avait un chef de feu, une personne qu'on pouvait imposer, était imposable. Donc voilà. Ces feux, en moyenne, entre 4 et 6 personnes par logement. Ça peut être beaucoup plus, évidemment, mais il y a des personnes qui peuvent vivre seules, ou en tout cas à 2, etc., dans certains logis. En général, ce facteur, donc de 4 à 6, il est plus élevé dans les zones rurales. C'est en tout cas les travaux qui ont été réalisés, que ce soit dans le sud de la France ou en Italie, où on a beaucoup de sources là-dessus, entre le nombre de personnes qui vivent totalement et le nombre de personnes qui sont imposées. Donc là, on peut faire carrément le ratio et on sait combien il y a de personnes par logement. Donc on sait qu'à certains moments en Italie, il y a jusqu'à 7 personnes en moyenne, ce qui veut dire qu'il y avait probablement des logements avec 10, 12, 15 personnes. Mais encore une fois, quand on parle d'un bâtiment qui a 4 étages, ça laisse quand même de la place. Ou si on est sur une maison de campagne qui est plus étalée, où là, on peut mettre plus de personnes. Tout à fait. En revanche, en ville, on va avoir tendance à avoir un facteur qui est un peu plus faible. Typiquement, quand on parle du nombre d'habitants à Paris, c'est souvent basé là-dessus. En 1328, il y a eu un grand registre des feux de Paris, et il donne à peu près 62 000 feux, 62 000 foyers. Et de ces 62 000, alors, il y a eu plein de discussions, mais récemment, on s'accorde l'historiographie à dire que c'est assez juste. Donc, c'est 62 000 feux qui ont été enregistrés en 1328, donc on est avant la peste. Eh bien, ça correspond à peu près à 4 fois plus d'habitants. Donc, 62 000 x 4, ça fait 250. Mais on a tendance à dire que c'est un peu moins peut-être. À cette époque-là, 220 000 habitants environ. Mais encore une fois, c'est très difficile de savoir ça. C'est uniquement des estimations basées sur ce qu'on imagine. Mais en tout cas, clairement, les habitats qu'on trouve, notamment les habitats pans de bois dont on parle, avec des largeurs de 4 mètres, avec 2-3 étages, peuvent largement accueillir 4 à 6 personnes sans souci. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, on peut aussi imaginer que la population n'est pas la même tout le temps sur les parcelles. Les ouvriers, ils viennent de chantier en chantier. Il faut bien qu'ils soient logés aussi dans la ville pendant le temps où ils construisent les autres maisons. Les foires aussi peuvent drainer des marchands et il y a tout un réseau. Le réseau et la clientèle est très très importante pour les médiévaux. Et ça amène des étrangers à loger dans des maisons. Et les familles évoluent. On a des enfants, il y en a qui meurent, oui, il y en a complètement. qui vivent. On y naît et on y meurt. Tout le réseau des corporations d'artisans aussi ont énormément d'apprentis. En général, on prend l'apprenti d'un autre artisan, donc voilà, qui est formé chez un autre. Donc il y a tout un réseau, donc les corporations, qui est très importante au Moyen-Âge. Et il y a beaucoup d'apprentis. Il y a d'ailleurs des limites. Très vite, on voit que dans les statuts de métier, ils disent attention, les gars, pas plus de 2 apprentis. Comme aujourd'hui, en fait. Exactement. Vraiment comme aujourd'hui. Voilà. On fait un peu gaffe. Bon, alors là, gars, t'as 4 apprentis, ça devient n'importe quoi. Et d'ailleurs, effectivement, il y a quelque chose un peu proche de cette idée de l'apprentissage, des débats qu'il peut y avoir sur l'apprentissage, puisqu'il y a aussi des sortes de subventions, c'est-à-dire que la personne est rémunérée, entre guillemets, pour prendre un apprenti par l'autre artisan. Alors, faiblement, et l'artisan, à la fin, doit pourvoir l'apprenti avec de quoi faire son métier une fois qu'il sort de l'apprentissage. Donc, il y a aussi il y a toute une question vraiment des réseaux de sociabilité qui sont très, très importantes. Oui, voilà. Et là, on le dit bien, encore une fois, on parle de moyenne, on parle de généralité, parce que forcément, on peut imaginer que c'est pas la même chose dans les maisons un peu plus pauvres, dans les maisons un peu plus riches. Donc là, encore une fois, on fait un peu déjà des généralités, même si on est quand même centré sur le 15e siècle. Bon, on est quand même un peu précis. Même dans les bourgeois, je pense à Dijon notamment, où on a des inventaires après décès, on a quand même des bourgeois où j'ai des hôtels qui font 18, 20 pièces, et on peut avoir facilement à l'intérieur. 20 pièces Facilement, oui, pour là, Jacques Coeur. on parle de maisons Tout qui à sont fait. oui, comparables au On est, Palais dans- Jacques Coeur. on est des personnes avec beaucoup d'argent. Des marchands et des bourgeois bien installés. C'est pas non plus quelque Oui, chose d'exceptionnel. Une dizaine de pièces, c'est pas aberrant Voilà, non plus. dizaine de pièces sans problème, et on peut effectivement 18-20, et donc dans une dizaine de pièces, c'est pas, on va en parler tout à l'heure, donc déjà dans les chambres, la cuisine on en a en général qu'une, Lola on en a qu'une également, la boutique également, et donc en fait, qu'est-ce qui se multiplie? C'est les chambres. Et donc en fait, quand on a des lieux où on a, on va dire 10 pièces, et que du coup on a 6 chambres, on peut accueillir du monde quand même. Donc dans cette maison, comme je disais, on a parlé du fait qu'il y avait plusieurs chambres, dans lequel il y a parfois plusieurs lits. Donc on parle d'une maison qui est en capacité, un logis qui est en capacité de recevoir 10, 12, 15 personnes facilement. On a des marchands étrangers qui viennent pour les foires, on a des réseaux de clientèle qui viennent de la ville voisine pour le marché hebdomadaire, ce genre de choses, on a des clients qui viennent pour la nuit, on a des nobles parfois qu'on est obligé. Les bourgeois qui sont inscrits sur notamment les registres de ville ont l'obligation d'accueillir des nobles qui sont de passage, et n'en parlons même pas quand c'est des princes ou des rois. Là, il y a la moitié de la ville qui doit accueillir du monde, c'est assez courant. D'ailleurs, ça pose quelques problèmes parce que les nobles ont tendance à pas forcément bien se comporter. J'avais vu avec les ducs de Bourgogne, en fait, qui, quand ils passent dans des villes, mais en fait, ils assèchent la ville parce que vraiment, ils consomment tout, il n'y a plus rien à la fin, Alors, quoi. déjà, ils consomment tout, mais en plus, ils mettent un énorme bazar dans les maisons. Il y a énormément d'ordonnances des rois de France qui disent à chaque fois, bon, les gars, arrêtez de voler du mobilier, des coussins, ils se barrent avec des...
Il se barre avec des bancs, avec des tables, etc. Et ça, ah oui, parce que Le truc discret, hop, sous la main. Oh non, c'est quoi ça? Bah. Non, rien du tout. non, mais c'est assez impressionnant ce qu'ils prennent. Alors effectivement, ils prennent beaucoup un peu de la vaisselle, mais donc comme je le disais, des marchands, des clients, des apprentis, des gens aussi de la famille qui peuvent venir, compléter. Par exemple, quand on est artisan, qu'on a beaucoup de travail, il y a vraiment une très forte hospitalité au Moyen Âge et dans la maison. Donc si des gens nous écoutent et veulent écrire des livres ou une histoire qui se passe au Moyen-Âge, ce côté-là, hospitalité, oui, ça reste cohérent de dire qu'on a quelqu'un qui voyage et qui peut dormir chez quelqu'un, un peu comme dormir chez l'habitant, mais sauf que ça se fait plutôt habituellement. Même si il y a des auberges et tout ça, peut-être un autre sujet d'épisode. Alors justement, on a commencé à le dire, parlons maintenant enfin comment on meuble la maison au XVe siècle. On l'a déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment sur le carreau de pavement et sur l'habitat, mais quels sont les meubles importants ou indispensables pour une maison au XVe siècle? Tout ce mobilier, effectivement, dont je vais parler, qu'on appelle communément au Moyen-Âge l'oustillement, les ustensiles, etc. de maison, comprennent les grands classiques. Il y a le lit, le coffre, qui est l'élément de rangement vraiment principal. On a le banc et la table, donc beaucoup d'assises en général. Et dans les éléments indispensables, vraiment très important à retenir, les ustensiles de cuisine. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas été assez mis en avant pendant très longtemps, qui aujourd'hui on s'en rend compte. Les ustensiles de cuisine sont vraiment un élément central du mobilier, particulièrement en termes de prix, mais en termes d'usage également. Moi, ça me fait penser, dans mes recherches en histoire médiévale, j'ai fait un épisode là-dessus, si vous voulez voir. J'avais étudié un livre de raison du XIIIe siècle, mais j'avais un inventaire après décès et surtout des ustensiles de la cuisine. Vraiment, il n'y avait rien d'autre qui était mentionné. J'ai une page où on dit alors les casseroles, les trucs, le tout en ancien picard. Donc c'est très sympathique. Ça m'intéresse comme je te l'enverrai si tu veux. Et donc justement, on a un peu ce cliché, alors ça dépend des gens et tout ça, mais que oui, il n'y a pas de table au Moyen-Âge. À chaque fois, on dresse des tréteaux et tout ça, où il n'y a pas de fourchette. Bref, est-ce qu'on a des tables au Moyen-Âge ? Oui, évidemment. Donc, chaque foyer a des tables. On a quand même pas mal de tables. Il y a des chanoines parisiens. Il y en a un dont l'inventaire après décès a été réalisé en 1430, 1439 exactement. Clément de Fauquembert, il a 25 tables dans son logement. Donc, mais ça n'a aucun sens, 25 tables. Justement parce qu'il faut vraiment avoir en tête qu'effectivement, on a ces tables qui peuvent être dressées, donc ce qu'on appelle des AIS. Ça veut juste dire des planches. Voilà, globalement, c'est l'idée qu'il faut avoir. Donc, c'est des grandes planches. Donc là, le côté tréteau, on l'a. Là, le côté tréteau, on l'a. Et la réalité, c'est qu'une majorité des tables sont quand même des tables dressées sur tréteau. Cependant, il ne faut vraiment pas avoir en tête, quand vous imaginez une table sur tréteau, la table, comme vous montez une planche qui traîne dans votre grenier, etc., ou dans la grange, et qu'on pose sur deux tréteaux de chez Ikea. Il y a vraiment l'idée, d'une part, les tables sont décorées. On va avoir des tables peintes. On a notamment des exemples, par exemple, je pense à un chapelain à Reims, il a une table qui est peinte à la bataille de Rouvray. Voilà, donc là, il y a la bataille de Rouvray qui est donc c'est 1429. On a des tables qui sont peintes, on a des tables qui sont dans des bois précieux et de qualité. Donc déjà, c'est des tables qui sont assez jolies. Et on a les tréteaux aussi qui sont souvent très décorés. Et une dernière chose sur certains éléments, c'est que les tables, encore une fois, n'imaginez vraiment pas la planche que vous sortez de votre grange. On a des tables qui font 6 mètres. 8 mètres, 10 mètres de long. J'ai même noté un exemple, là c'est chez le duc de Bourgogne, dans un de ses châteaux. Il a une table qui fait 40 pieds, donc 13 mètres de long, avec des bancs qui sont assortis. Et donc ils expliquent. Et donc là, le nombre de tréteaux, etc., sont absolument énormes. J'ai récupéré quelques informations à ce sujet. On a des tables qui sont d'épaisseur de 3 doigts, donc ça doit faire à peu près 6 à 7 cm d'épaisseur. Pour ceux qui ont déjà manipulé une table de 6-7 cm d'épaisseur, des plateaux en bois, c'est extrêmement lourd. Donc en fait, c'est sur tréteau, oui, mais c'est pas démonté non plus tous les 4 matins. Et quand même, les personnes qui habitent, notamment les marchands, qui sont en ville, là pour le coup, on a des tables sur pied. On en a quand même beaucoup. Dans l'épisode sur le musée de Cluny, au musée de Cluny, il y a une table ronde, pliante, qui n'est pas ronde, qui est hexagonale, je crois, pliante, et qui est présentée comme un exemple assez extraordinaire. En fait, c'est pas si extraordinaire que ça. Ah. Dans les inventaires après décès, on en a quand même pas mal. Eux, ils appellent ça clouant ou ployant, ces types de tables. Et on a quand même beaucoup de tables ployantes. On a d'ailleurs même des tréteaux qui sont réglables. Ils le disent, qui permettent... Table basse, table haute, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est table basse, table haute, mais en tout cas, effectivement, des tréteaux qui pouvaient permettre de relever le niveau de la table, peut-être si on mangeait debout, etc. On a des tables manche debout également. On a vraiment une diversité. Et ça aussi, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus. On a une très grande variété du type de table. Mais du coup, ça veut dire, tu parles de table peinte, alors peut-être qu'il y a des meubles sculptés aussi, mais en fait, ça complète réellement le décor qui peut être peint ou sculpté dans la maison.
Totalement. En fait, effectivement, on a le décor peint, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, donc la majorité des murs souvent sont enduits à la chaux avec des décors. Il y a une très grande variété du type de décor, soit des scènes, soit des animaux. Il y a plusieurs éléments. Je pensais à Bourges parce que le palais de Jacques Coeur est assez connu. Lorsque Jacques Coeur a été arrêté, il y a eu un inventaire de ses biens qui a été fait. Et notamment, donc c'est un procureur qui a été envoyé par Charles VII pour récupérer la totalité des biens. Autant dire qu'il en avait pas mal. Et à un moment donné, ils vont dans son palais, dans son hôtel, ce qu'ils appellent, il n'appelle pas le palais, il appelait l'hôtel de Jacques Coeur. Et il y a une chambre aux galets, ce qu'ils appelaient. Les galets, c'est les bateaux, c'est des nefs. Et notamment, Jacques Coeur avait plusieurs nefs qu'il utilisait pour le commerce. Donc c'est possible que ce soit une représentation de ces bateaux qui soit faite, etc. Mais ça, on le voit très bien à l'hôtel Jacques Coeur, sur les cheminées. Et c'est vraiment le cas dans les maisons plus modestes, on va dire. La cheminée, c'est vraiment le support principal du décor. Et elle est peut-être même traitée presque comme un meuble, au final. Ah oui, totalement, avec son écran qui lui aussi peut être décoré. Donc même quand elle n'est pas utilisée, on a un écran en bois peint ou décoré ou sculpté qui peut aussi donner un aspect vraiment extrêmement esthétique. Et en général, justement, qu'est-ce qu'on a comme couleur au mur, en fait ? Parce qu'on a parlé aussi des tentures, donc là, on ne voit plus les couleurs des murs, c'est les tentures, c'est des tapisseries et tout ça, donc là, c'est différent. Mais en général, on peint les murs de sa maison de quelle couleur ? Ça va pas mal dépendre des régions quand même. Mais les deux coloris qui sont quand même les plus simples à faire, il faut avoir en tête que tout ça, c'est fait avec des pigments qui sont entièrement faits à la main, etc. Donc il y a des métiers spécialisés là-dedans. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement évident, même si ça se fait. Donc pour les deux pigments principaux, c'est le rouge et le jaune. C'est des couleurs qui sont dans les ocres. Parce que, effectivement, avec tous les types de terre qu'on peut avoir, on peut avoir donc des argiles qui nous permettent de faire ce type de coloris. Ensuite, on va avoir des coloris qui vont être faits avec des aimants métalliques pour faire du vert, pour faire du bleu, qui commencent à être coûteux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on a vraiment, même à la Sainte-Chapelle ou même dans le vitrail, des coloris vert, bleu, etc., c'est ce qui est le plus utilisé. D'une part, ça rend bien avec le soleil, mais en plus, c'est des coloris qui sont moins courants. Mais on en a quand même, évidemment. Mais une majorité de ce qu'on peut avoir comme type de décor au mur, ça va être dans des teintes rouges et jaunes. Et dans les maisons modestes, on a des exemples, ce qui peut faire penser que c'est pas si cher que ça de faire peindre son intérieur, surtout dans la mesure où on a des peintres et de la main-d'œuvre qui existent en ville. Par contre, on a plutôt des motifs floraux, en tout cas dans les études d'archéologie du bâti qui sont parus sur des habitats modestes, c'est plutôt des ornements végétaux. Oui, c'est plus facile à peindre qu'un âne ou quoi, je sais pas. Oui, et puis que des décors figurés qui en plus ont toute une symbolique qui s'y rapporte, ça se prête moins à l'habitat modeste. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est très important de le dire. La majorité, en tout cas les archéologues, dès qu'on a un bâti où on peut retrouver des traces d'enduit, vraiment, c'est extrêmement courant de retrouver des coloris. Et il faut s'imaginer que, oui, on peut facilement avoir des gens dans la ville qui peuvent nous peindre lors de la construction, mais on peut, je pense aussi, peindre soi-même. Je pense que notamment les motifs floraux, certains appareils, on a aussi retrouvé, notamment dans le sud-ouest, il y a eu beaucoup de travaux dans le Toulousain sur ce sujet, mais on a des décors qui sont assez simples, qui dénotent pas forcément d'une grande compétence technique, mais de personnes qui décorent leur intérieur. Ça me fait penser quand j'avais fait un épisode sur un hors-série sur le Puy-en-Velay et sur notamment l'ensemble cathédrale du Puy-en-Velay. J'avais pu visiter, alors c'est visitable à des occasions très précises, si vous intéresse, allez voir ça parce que c'est magnifique. On a ce qu'on appelle dans le logis des Clergeons des peintures murales, mais on a notamment une salle qu'on appelle la salle des Griffons, mais qui est incroyable tellement c'est beau. On a aussi une autre peinture murale avec toute une ville et une bataille qui est représentée vraiment sur 3 mètres de haut, sur 3 ou 4 mètres de large. C'est super impressionnant. Donc bon, là on a un exemple un peu extrême, mais dans des maisons on pouvait retrouver donc des petites peintures comme ça parfois. Messer Albizzi était un homme grand, sec, au long visage brun avec des sourcils épais et des touffes de cheveux noirs qui sortaient de dessous son bonnet. Tandis que s'échangeaient les compliments d'usage, le regard de Guccio allait des hauts sièges de chêne aux tentures de Damas, des tabouets incrustés d'ivoire aux riches tapis qui couvraient le sol, de la cheminée monumentale aux flambeaux d'argent massif. Et le jeune homme ne pouvait s'empêcher de faire une évaluation rapide. Ces tapis 40 livres, sûrement, ces flambeaux le double. La maison, si chaque chambre est à la mesure de celle-ci, vaut 3 fois plus que celle de mon oncle. On en a un peu parlé rapidement, mais on va un peu s'arrêter là-dessus sur les coffres au Moyen-Âge. Alors, si vous voulez voir des coffres au Moyen-Âge, allez au musée de Cluny. Il y a de très beaux coffres, dont un gigantesque. Mais sinon, il y en a aussi des plus petits, parce que c'est très important, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un meuble indispensable au Moyen-Âge.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment le meuble de rangement par excellence. Alors, c'est vrai que quand on pense à un coffre, peut-être que certaines personnes, auditeurs, ont déjà vu chez eux, chez leurs parents, grands-parents, ont connu des grands coffres de rangement. C'est pas finalement très pratique dans l'idée quand on l'imagine nous. On fourre plein de choses dedans. Quand on veut récupérer quelque chose qui est tout au fond, il faut tout sortir. En fait, déjà, les médiévaux, ils résolvent ce problème assez rapidement. Ils vont créer des niveaux dans les coffres. Donc, ils vont avoir, notamment sur les côtés, ils vont créer des sortes de compartiments de différentes tailles où ils vont pouvoir mettre, quand ce sont des coffres à l'usage domestique, ils vont pouvoir mettre des petits éléments en verre, ils peuvent pouvoir mettre de la monnaie, ils vont pouvoir cacher des choses. Il y a même des compartiments à l'intérieur des coffres qui ont des serrures cachées, ce genre de choses. Et ils vont pouvoir installer plein de petits objets auxquels ils veulent pouvoir accéder rapidement. Et en fait, en fond de coffre, on va mettre les tissus qu'on n'utilise pas au quotidien, des choses comme ça, peut-être le trousseau de mariage, des choses qu'on sort que dans des occasions. Donc les coffres sont assez finalement pratiques dans la manière dont ils sont faits. Parce qu'ils sont compartimentés, parce qu'ils ont des petits caissons sur les côtés qui leur permettent d'augmenter leur usage. Ensuite, il faut aussi avoir en tête que les coffres sont de taille et d'usage très différents. Il y a un coffre qui est assez courant, qui est le coffre qui est toujours en bordure du lit. On garde toujours un coffre à proximité du lit. Souvent, c'est là où on va mettre des objets précieux, des choses qu'on veut. N'oublions pas qu'on l'a dit, la chambre, c'est vraiment le degré maximal du privé. Donc, quand on est dans un coffre avec une serrure fermée qui lui-même contient un caisson fermé, là, on est vraiment sur des niveaux d'intimité qui sont très forts et dans lesquels on conserve vraiment les objets précieux près de soi. À l'inverse, on va avoir des coffres qui sont dans l'au-là, voire qui sont dans la boutique, qui là peuvent conserver des choses souvent sans serrure. La vaisselle, ce genre de choses ou pas ? Alors oui, la vaisselle, souvent, elle va être conservée dans des meubles spécifiques pour ça. On a différents types. Donc on a le dressoir qui est assez connu pour ça, mais qui est quand même assez princier dans l'idée. Le dressoir où on peut, en fait le nom c'est dresser, donc on dresse les assiettes sur le dressoir pour qu'elles soient bien visibles et dire regardez ma thune. Oui, et comme chez nos grands-mères aujourd'hui quand elles montent les assiettes décorées. Quoi. Totalement, c'est vraiment le visuel du buffet de grand-mère où on a toutes les assiettes qu'on peut trouver plus ou moins jolies. J'avais pareil chez ma grande-tante, donc je vois très bien. Voilà, et bien effectivement, ils avaient ce principe. Et ça, le gros avantage de ce buffet, c'est que, comme le buffet actuel, ils peuvent... Le dressoir, qu'on appelle aussi un buffet, on peut le fermer, on a des compartiments à l'avant, et donc il peut tout simplement conserver la nuit les choses qui sont un peu précieuses. D'ailleurs, on a plusieurs exemples de voleurs qui viennent la nuit et ils disent « je n'ai pas ouvert de serrure, c'est pas le même niveau de gravité du crime », et ils disent « c'était resté sur le buffet, donc je n'ai fait que finalement prendre ce qui était à disposition ». C'est pas du tout la même chose si on vient casser donc la serrure, pour venir voler dans le buffet. Et dans les recherches que tu as pu faire, Donatien, est-ce que tu vois des livres dans les maisons ? Parce qu'on en a déjà parlé là aussi dans un épisode que j'ai fait sur les livres au Moyen-Âge et comment est-ce qu'on fait des livres au Moyen-Âge. Mais est-ce que toi, tu en as vu dans tes recherches ? Oui, effectivement, on en a quand même pas mal. Alors, ça reste tout de même lié en général à des métiers spécifiques, donc les clercs, les personnes qui ont suivi une éducation religieuse en général, qui ont des livres. La plupart du coup sont des livres plutôt sacrés. On a quelques grands un peu best-sellers, notamment La Légende dorée. Alors évidemment on a des bibles tout simplement, mais qui sont pas complètes souvent parce que c'est quand même énorme comme élément. On a des petits parties uniquement qu'ils ont, donc certains chapitres. En revanche, on va avoir aussi quand même pas mal de romans. J'ai pas mal d'exemples de bourgeois qui ont chez eux des romans. Là, c'est à peu près pareil. Il y a des best-sellers. Notamment, les trois que je retiens, c'est Le Lancelot, le roman de la Rose, et il y en a un qui n'est pas très connu, qui s'appelle Le Testament de Jehan de Main, un clerc, du XIVe siècle. Il a écrit ce qu'il appelle un testament, qui est un peu un recueil en poésie, un recueil de conseils sur la manière de vivre en société. Et ça, je suis assez étonné. C'est pas un sujet, on pourra en parler pour les sujets intéressants. J'en ai jamais entendu parler. Ouais, et même dans l'historiographie, il n'est pas trop évoqué, mais moi, je tombe vraiment hyper souvent sur... ils disent le testament maître de main. Et pour eux, c'est vraiment un classique que certains bourgeois qui pourtant sont des marchands, des gens qui n'ont pas forcément, sont pas des éclairs, ont chez eux, parmi quelques romans, des choses comme ça. Donc un sujet à étudier pour des futurs chercheurs, effectivement. Et là, on parle de réédition imprimée. Non, là on est vraiment à Dijon entre 1390 et 1420. Pour tous les inventaires qu'a édité Guilhem Ferrand. Et donc, on est vraiment... Donc, il y a quand même une profusion de livres, même avant la Révolution. Alors, profusion, c'est toujours compliqué, parce qu'évidemment, il ne faut pas imaginer qu'il a une bibliothèque avec oui, en tout cas, il y a des ouvrages généraux qui sont quand même diffusés. Exactement. Il y a vraiment quelques grands livres qui sont lus. Alors, des livres sacrés, comme je disais, et puis quelques livres, du coup, en prose ou en poésie, et qui sont assez à la mode. Pour finir sur le côté mobilier, et on peut pas parler de tout, désolé bien sûr, auditeurs, auditrices, je sais que c'est un peu frustrant, mais voilà, peut-être qu'on fera d'autres épisodes plus spécialisés, mais est-ce que Donatien, t'as vu quelques exemples d'objets qui sont très originaux dans des maisons, même si c'est en un exemplaire, qu'est-ce que t'as pu voir comme ça de vraies surprises ? Il y en a plein, évidemment, je vais essayer d'en donner 2-3. Parmi ceux qui sont assez rigolos, on peut dire, il y a les gaufrières.
Ça, pour le coup, c'est assez commun. En plus, ça me fait penser au Capitaine Haddock parce que c'est moule à gaufres, du coup, qu'ils appellent. Et donc, effectivement, il y en a quand même pas mal, des gaufrières. Donc, voilà, les gens peuvent se faire des gaufres chez eux. Alors, c'est pas les gaufres carrés qu'on a nous. Oui, c'est pas les mêmes types de gaufres. C'est un peu plus rond, mais c'est quand même des systèmes à pince qui se ferment. On met la pâte au milieu. Tu me fais rappeler que j'ai un gaufrier que j'utilise jamais. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à faire des gaufres. Vous serez très médiévaux. N'hésitez pas à me faire des gaufres. Voilà. Non, donc effectivement, les gaufrières, c'est quand même assez sympa. Ils en ont quand même pas mal. Et ce qui rebondit sur les questions des ustensiles de cuisine, il y a vraiment une profusion d'ustensiles de cuisine. Là, il faut vraiment s'imaginer, mesdames, messieurs les auditeurs, la batterie de cuisine que vous avez chez vous fait pas le figure vis-à-vis de ce que la majorité des médiévaux ont. Ils ont une très grande variété d'objets avec des grandes variétés d'usages pour les fritures, pour rôtir, etc. Ils ont vraiment beaucoup de choses, donc notamment dont font partie les gaufrières, notamment. Dans les choses assez sympas aussi, il y a les cages à oiseaux. Ça, pour le coup, je suis assez étonné. Il y a quand même pas mal de bourgeois qui ont des oiseaux chez eux. Alors, quand ils vont parler des oiseaux, il y a quelques rossignols, des rouges-gorges, il y a des oiseaux de Chypre, ce qu'ils appellent. Je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est vraiment de Chypre ou parfois ils donnaient un nom lointain à un oiseau qui est assez courant. Les miroirs, il y a quand même pas mal de miroirs, des objets. Ça, c'est des objets qu'on retrouve en plus assez souvent dans l'enluminure. Donc les cages à oiseaux, les miroirs, tous ces éléments un peu de mercerie, ce qu'on appelle. Hein. Et ça, pareil, ça fait partie du décor. D'ailleurs, dans l'enluminure, souvent, la cage à oiseaux, elle est au-dessus de la table, des gens en train de manger, il y a l'oiseau dans la cage, etc., qui doit pouvoir chanter, j'imagine. En tout cas, on en trouve dans les inventaires, donc signe que c'était utilisé pas mal. Et enfin, on a toute une liste d'éléments de confort qu'on a dans pas mal de logis. Donc le luminaire, on a des luminaires qui sont des types de chandeliers qu'on pose sur les tables. On a des lustres. Pour le décor du sol, on a des tapis. On a la tapisserie qui va au mur et les tapis au sol avec différentes qualités. On a beaucoup de coussins. Donc on voit que les gens pouvaient, par exemple, se mettre... Il y a ce motif très connu de ce qu'on appelle la veillée. On vient se mettre autour du feu. Ça rappelle ce qu'a dit Mathis sur la question de l'ornementation des cheminées. On vient se mettre au bord du feu en soirée. Il y a des histoires qui sont racontées, voire on lit ensemble un roman, justement le bourgeois lit à toute sa maisonnée ou à ses invités, ça, et donc il y a des coussins pour pouvoir s'asseoir sur les côtés. Voilà. C'est assez fou. Alors voilà, on pourrait parler de beaucoup de choses. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, mais j'ai quand même mes petites questions habituelles sur comment est-ce que vous avez travaillé. On a évoqué pas mal de sources dans l'épisode. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Mathis, toi, donc ça fait un petit moment que tu as soutenu ton mémoire, mais qu'est-ce que tu te rappelles comme difficultés que tu as rencontrées dans tes recherches ? Donc les principales difficultés que j'ai rencontrées, et c'est le cas quand on choisit un sujet d'architecture qui aujourd'hui est privé, c'est l'accès à l'objet d'étude lui-même, surtout que le gros de ma méthodologie est basé sur l'observation, le relevé de mesure et ensuite dessin ou photogrammétrique à l'appareil photo, et ensuite reconstitution sur l'ordinateur, mais il faut que je puisse accéder aux maisons. Donc il y a eu tout un travail au début de prospection. Donc moi j'avais repéré sur le cadastre, en plan, avec les inventaires et les sources secondaires que j'avais, les maisons qui pouvaient être intéressantes. Mais ensuite il a fallu toquer à la porte et créer des liens avec les propriétaires. Bonjour, je ne suis pas un voleur. Voilà, je veux vraiment... exactement ça. Je prends pas du tout des photos pour repérer et faire un cambriolage. Ouais, c'était un peu bizarre au début en réalité. Mais bon, il y a forcément des gens qui n'étaient pas du tout partants. J'ai prospecté une 20aine de maisons dans le quartier que j'avais repéré, dans les rues que j'avais repérées, et au final mon corpus, on le voit, il fait 6 maisons. Mais 6 maisons auxquelles j'ai eu accès pendant 2 ans, de la cave au grenier. Je contactais les gens, ils me donnaient un créneau, je venais à Bourges, j'ai essayé de faire les visites en même temps. Mais ça, c'est vraiment ce qui est difficile dans ce genre d'études. Après, c'est très intéressant pour les gens qui choisiraient un sujet comme ça, même en mémoire, c'est qu'on va documenter des espaces qui sont pas forcément accessibles, que ce soit pour les institutions culturelles, la DRAC, ou même pour les municipalités, puisqu'on est dans des espaces privés. Et en venant en tant qu'étudiant, sans prétention, avec notre petit travail de recherche en mémoire, on fait déjà un travail de documentation qui est assez important. Oui, parce qu'il peut y avoir des accidents, des gros problèmes qui font que les maisons sont détruites quelques années plus tard. C'est totalement ça. Il y a des maisons qui sont classées ou inscrites monuments historiques. Alors à Bourges, c'est surtout les façades, mais c'est vrai que ça protège pas du tout les intérieurs. Et alors il y a peut-être même des propriétaires qui m'ont pas ouvert leurs portes parce qu'ils savaient qu'ils avaient détruit une cheminée ou... Ouais, des fois il y a des grosses disparitions. Et toi, donc Donatien, quelles sont les difficultés que tu as encore pendant ta thèse ? Je dirais, pendant la période du démarrage, c'est le fait que la France du Nord a été extrêmement touchée par les guerres et donc la destruction d'archives. Donc c'est la majorité des gens qui connaissaient le sujet, il n'y en a pas beaucoup sur le mobilier, mais ils disaient vous n'allez rien à voir dans le Nord, en fait il y a très peu de choses, et tous se sont cassés les dents en disant j'ai envie de travailler sur une zone géographique, mais en fait il y a très peu de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de choses qui se concentrent sur la Bourgogne,
parce que dans les archives de la Côte d'Or, ils ont beaucoup de choses qui sont restées. Ou dans le sud de la France et tout ça. Et bien sûr, moi je parlais pour effectivement la France du Nord, mais pour tout le sud de la France, il y a eu beaucoup de travaux, effectivement, notamment en Provence, à Marseille. Pour donner un exemple, une échelle aux auditeurs, les côtes avant le XVe siècle. Donc les indications des documents, en fait. Voilà, les documents, les registres notariés, par exemple, qui sont d'inventaire après décès, tout type d'actes qui sont avant le XVe siècle. À Marseille, ils en ont 9000. Quand j'ai été dans des archives, dans les Yvelines, ils en ont 3. Ouais. Donc, le problème qu'ils ont quand ils ont travaillé à Aix, tous les chercheurs d'Aix-Marseille, c'est qu'ils ont tellement de sources qu'ils ne savent même pas où aller. C'est hyper compliqué de faire un état des lieux déjà de tout ce qu'il y a. À l'inverse, dans les Yvelines, personne s'y intéressait parce qu'il y avait tellement peu de choses qu'ils se sont dit bon, je vais pas pouvoir en tirer quelque chose. Et donc moi, toute ma réflexion, c'était de dire je vais pas faire sur une zone précise, je vais faire quelque chose d'assez général, mais sur une zone géographique très large. Et donc, c'est tout le nord de la France. Ce qui me permet d'avoir quelques registres dans les Yvelines, quelques registres à Chartres, à Orléans, à Dijon. Mais en même temps, ça permet de donner, et comme ce travail n'avait jamais été fait avant, c'est vraiment cette thèse, c'est pas une thèse spécialisée comme certaines thèses, c'est vraiment une thèse générale qui donne des grands axes et qui, j'espère, on en parlera, pourra intéresser des chercheurs dans le futur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais là, tu finis parce que t'as pas le choix. Si on te dit tu peux avoir quelques années de plus, tu continuerais ou pas ? En fait, là, je le fais à côté de mon métier, donc je suis architecte au quotidien, et donc ça fait 6 ans que je suis sur ma thèse, mais je travaille le week-end, et puis depuis là 1 an pour l'écriture, je m'y suis mis à mi-temps. Enfin, je travaille très tard, les 2 jours de mi-temps, et puis j'essaye d'avancer ma thèse le reste du temps. Donc ça avance plus vite, mais je pourrais pas continuer ce rythme au niveau professionnel de travailler qu'à mi-temps tout le temps, déjà au niveau financier, puis même au niveau en général. Puis c'est quand même, la thèse, c'est un truc exceptionnel, mais ça bouffe aussi beaucoup, on va dire, l'énergie mentale. C'est une charge mentale hyper forte. Dès que je fais autre chose, que je vais boire un coup, je me dis oh là là, je pourrais être en train de travailler. Dès qu'il y a des amis, je me dis je pourrais quand même finir, je suis en retard. Et tu penses tout le temps, tu l'as toujours en tâche de fond, quoi. En fait, mon sujet, je l'adore et je vais continuer à travailler dessus toute ma vie parce qu'il y a tellement de choses à dire. Même là, dans ce podcast, on n'a pas dit même pas un dixième de ce qu'on pourrait dire. Donc, il y a vraiment, c'est extrêmement riche. J'engage vraiment un maximum de jeunes masterants à s'intéresser à des sujets liés à la vie quotidienne parce que c'est pas du tout assez fait. Et en fait, il y a beaucoup de choses, notamment avec la mise en ligne avec Gallica. Il y a eu énormément de travail qui a été fait au 19e siècle par toutes les sociétés savantes, etc. Et oui, certes, d'un point de vue méthodologie historique, c'était pas excellent ce qu'ils ont fait, mais en revanche, ils ont tout édité. Ils ont édité des centaines et des centaines de sources hyper intéressantes. Certaines parfois sont détruites aujourd'hui par des incendies ou par les guerres depuis. Et donc en fait, c'est vraiment des sources hyper riches. Rien qu'avec ça, sans sortir de chez soi, pour un masterand, il y a vraiment moyen d'avoir un corpus énormissime. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Et donc je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que j'arriverai à travailler. Mais ma thèse, j'aimerais quand même y mettre fin. C'est un exercice quand même universitaire. Il faut que je puisse... 33 ans maintenant, il faut... Il serait temps de conclure. Donc en gros, dans quelques années, je te reçois de nouveau. C'est ça que tu me dis, en fait. Écoute, on j'espère, fera la avec grand suite. plaisir. Ça serait... Et donc toi, Mathis, tu l'as dit, tu as soutenu il y a quelques temps. Depuis que tu as soutenu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai cru comprendre que tu travailles pas exactement sur les maisons, mais tu travailles toujours dans l'espace urbain. Ouais, alors c'est assez original. Je travaille à la ville de Clermont. Et je travaille pour le pôle funéraire sur le patrimoine des cimetières. Donc on est sur un patrimoine contemporain, 19e, 20e. Donc après tous les vivants, là tu es sur les morts en fait. Ouais, voilà. Et en même temps, je fais du suivi de projets pour des projets d'aménagement autour des cimetières. Donc là, c'est un peu plus en lien avec mes études d'archi au début, on va dire. Je m'y retrouve un petit peu. Ouais, c'est fou cette transition, c'est assez étonnant, non ? Ouais, c'est sûr, ça m'a surpris aussi un petit peu, mais c'est vrai que c'est un autre patrimoine auquel on s'attache aussi. Il y a beaucoup de diversité là par contre dans les styles architecturaux qui sont utilisés et ça raconte aussi beaucoup de la société. Au final, c'est un petit peu de la vie quotidienne quand même. Mais est-ce que tu continues à t'intéresser un peu au Moyen-Âge ? Oui. Tu le dis ça comme un plaisir coupable en fait. Oui, en fait, j'ai jamais vraiment abandonné les maisons de Bourges. C'est vrai que j'aurais bien aimé approfondir. On m'avait proposé de continuer en thèse. Et pourquoi t'as dit non ? C'était pas forcément le moment pour moi. En plus, j'ai fait mon mémoire les années après le Covid, donc c'était déjà très solitaire le Covid. Puis ensuite, le mémoire, c'est quand même un peu une expérience solitaire, même si je me suis pas mal rapproché de spécialistes. J'ai pas mal échangé avec eux, ça rompait un petit peu la solitude. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais aux masterants qui se lancent dans un sujet, c'est n'hésitez vraiment pas à contacter des gens que vous voyez, même souvent dans la bibliographie qui reviennent. Généralement, ils sont passionnés comme vous et ils seront prêts à avoir un entretien avec vous et ensuite à vous suivre un petit peu sur votre travail. Et ça, c'est très utile. C'est un peu ce qui s'est passé dans cet épisode, en fait, j'ai l'impression, parce que
Je l'avais dit un petit peu, il y a eu des échanges de mails entre vous deux. Moi, j'avais l'impression juste de tenir la chandelle, hein, parce que vous avez fait des super échanges de mails, vous avez beaucoup discuté. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, vous n'êtes pas prêts de vous quitter, vous tous les deux. Oui, c'est sûr. non, oui, carrément. On a à chaque fois, c'est sûr que quand on discute avec des gens passionnés, on a envie toujours d'approfondir. Et puis, il y a tellement de choses à voir. Même sur Bourges, j'ai des sources textuelles. On n'a pas trop eu le temps encore. Ouais, je pense que je te recontacterai et qu'on restera en lien là-dessus. Je pense je pense, ça va être difficile, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'arriver à retrouver des sources textuelles qui parlent d'une maison et d'arriver à retrouver où est-ce que ça pourrait être. Parce qu'ils donnent les noms des rues, etc. Donc même si c'est compliqué, comme il n'y a pas de numéro de rue, oui, bien sûr. C'est compliqué, mais c'est vrai que déjà, si on avait une idée générale pour même Bourges, moi, approfondir, en fait, ça élargit beaucoup la vision que j'avais des maisons, mine de rien, parce que voilà, je connaissais pas grand-chose sur le mobilier, et d'avoir cette vision complémentaire, c'est vraiment incroyable. Je vous souhaite que cette collaboration continue, et je vous dis merci énormément à tous les deux, donc Donatien et Mathis. Merci beaucoup à toi, Fanny, pour Merci pour l'invitation. Et on aurait pu parler pendant de longues heures avec mes invités. C'était même un peu frustrant d'arrêter, mais en fait on avait des contraintes horaires et ça faisait déjà quasiment plus de 2 heures qu'on enregistrait en tout, parce qu'on a enregistré toute la même journée. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense vraiment que ces épisodes, ça ferait des bons épisodes d'entrée pour des personnes qui ne connaissent pas le podcast ou même qui voudraient s'intéresser au Moyen-Âge en général. Donc si jamais c'est votre cas, d'ailleurs dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous écoutez Passion médiéviste ? Je suis preneuse de vos retours. Pour en savoir plus, comme d'habitude, vous verrez, il y a en description de cet épisode et donc sur mon site un article qui accompagne l'épisode avec un résumé, avec pas mal d'enluminures que Donatien m'a envoyé d'intérieur de maison au Moyen-Âge. Vous verrez, c'est très sympa. Vous verrez donc aussi à partir de quoi mon illustratrice Dean s'est inspirée. D'ailleurs, je tiens à remercier plusieurs personnes. Je tiens donc à remercier Dean, comme je viens de le dire, qui a fait l'illustration de l'épisode. Et d'ailleurs, dans l'épisode précédent, c'était Miroir Fou, pour la première partie. Donc vraiment, je suis très contente de pouvoir m'entourer et rémunérer des artistes très talentueuses pour illustrer les épisodes et faire des jolis visuels comme ça. Donc merci beaucoup à elle. Et tiens, puisqu'on est en remerciement, en ce moment, il y a plusieurs personnes qui m'aident un petit peu sur le podcast. Donc je tiens à les remercier. Je tiens à remercier Colline Dautin qui m'a aidé ces derniers temps. Je tiens à remercier Lisa Rassami Manansowa, je sais pas si je le prononce bien, désolée Lisa, mais qui m'aide pas mal, notamment pour tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok aussi. Elle fait des petites vidéos pour moi sur TikTok. Et je tiens à remercier Alizé Rodriguez qui fait les articles des épisodes réguliers de Passion médiéviste depuis quelques années. En plus, elle habite au Canada. Donc vraiment, Passion médiéviste est un petit peu internationale. Donc merci beaucoup à elle en ce moment de m'aider un petit peu avec Passion médiéviste. Et les autres podcasts, vous l'avez compris. Et si je peux rémunérer des personnes pour travailler avec moi sur Passion médiéviste, c'est grâce à votre soutien. Alors déjà, sachez, vous le savez maintenant, vous pouvez soutenir Passion médiéviste en plein de façons différentes, en parlant du podcast, en le partageant sur les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp de votre famille, je sais pas. Et si jamais c'est possible pour vous, vous pouvez le faire financièrement. Donc je tiens, en plus des gens que j'ai remerciés en tout début d'épisode, je tiens à remercier Pascal, Lucie, Anne-Sophie, Mélina, Alexia, Zoé, Charline, Asbaï, je ne sais pas, et Stéphanie. Merci vraiment énormément pour votre soutien. Et pour finir aussi, juste parce que on m'a dit qu'il y a des problèmes sur les applications de podcast et tout, sachez que malheureusement, oui, il y a une certaine application sur laquelle mes épisodes bug. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus, je ne peux rien faire, j'essaie de remonter les problèmes, j'ai jamais de réponse. Donc, de façon totalement désintéressée, je peux vous conseiller une application de podcast. Alors c'est seulement pour les gens qui ont des téléphones Android, parce que c'est pas sur Apple, mais bon, sur Apple il y a Apple Podcast qui fait un peu le taf. Mais si jamais vous êtes sur Android, je vous recommande l'application Podcast Addict. C'est pas du tout sponsorisé ni rien, c'est vraiment juste pour vous conseiller une application qui est indépendante, qui est créée par un Français, et qui vraiment est gérée par quelqu'un qui ne dépend pas d'une grosse entreprise, qui n'injecte pas de l'IA partout, bref. Donc ça s'appelle Podcast Addict, vous la trouverez vraiment très facilement sur toutes les applications, il y a un petit logo orange et tout ça. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, oui, là vraiment ce sera le prochain. Il n'y aura pas de troisième partie, même si là je pense qu'il y aurait eu de quoi faire une troisième partie sur la maison, peut-être plus tard, un jour. Mais dans l'épisode qui sortira début juillet 2026, on va voyager. Parce que vous le savez peut-être, oh non, il n'y a personne qui le remarque, je crois. L'été, j'aime bien vous proposer des épisodes qui vous font un petit peu voyager, par l'esprit en tout cas. Et donc, début juillet, on parlera dans ce podcast de la Corée au Moyen-Âge. Oui, ce pays asiatique, oui, vous verrez, ça va être très très chouette. Allez, à bientôt, salut!